Bonjour, bonjour. Alors c'est le fameux moment en début de live où on attend que tout le monde soit alerté que le live est commencé. D'ailleurs c'est un moment que je vais pas faire durer trop longtemps puisque la vidéo sera en replay après pendant 24 heures sur ma story et je vais aussi essayer, si j'y arrive, d'enregistrer le live pour le mettre sur YouTube. Coucou Anneli Co. Bonjour My Hibou. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors du coup, je vais commencer tout de suite, hein, comme ça on fait pas attendre trop tout le monde. Bonjour Christiane. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit live pour répondre aux questions qui m'ont été posées sur mes stories, par rapport à mon parcours, par rapport au métier de magnétiseuse, métier que j'ai créé, hein, cherchez pas dans les, dans les registres de Pôle emploi, vous trouverez pas. Coucou Nono. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Voilà, donc du coup, je vais répondre à vos questions, mais dans un premier temps, je vais en profiter pour vous parler d'une petite nouveauté qui va arriver là au mois d'avril, une petite actu. Pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook, vous avez pu le voir, je viens dans les Landes à la fin du mois. Je viens dans les Landes avec mon tambour, avec mes cartes, avec mes bijoux, pour faire un salon, premier salon cocooning, c'est comme ça qu'il s'appelle, du côté de Anglette. Et donc lors de ce salon qui est gratuit. D'ailleurs, je vois qu'il y a Alex qui vient d'arriver, donc Alex c'est un des organisateurs de ce salon. Et lors de ce salon, j'aurai l'occasion de donner un petit atelier, enfin normalement deux ateliers, de voyage au tambour. Donc là, le coût de l'atelier, je crois que c'est 5 €. Mais le reste du salon est gratuit. Donc voilà, c'est juste les ateliers qui sont sur participation. Mais voilà, du coup, je viens avec joie pour mon tout premier salon. Je suis vraiment contente de venir à votre rencontre parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément venir jusqu'en Bretagne pour faire un voyage au tambour. Alors c'est pas dans les Landes, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Désolée, je suis nulle en géo. Donc c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vais corriger ça du coup. Ah, alors du coup ici ça bug et Anglette c'est Pays Basque. Alors mettez-vous d'accord. Moi je suis en Bretagne, je suis dans le Finistère, je suis isolée du reste du monde. La Bretagne n'est plus en France, n'est-ce pas? C'est génial, je suis dans les Landes moi. Ah bah super, du coup ça te fera pas très loin pour venir. Donc c'est pas dans les Landes, alors du coup c'est dans les Landes, c'est pas dans les Landes, on sait pas trop. Coucou Célia, merci, on t'accueille avec grand plaisir. Ah, super, ça me fait vraiment super plaisir de venir. Je suis jamais allée dans ce coin-là, hein, donc du coup je suis très 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 contente. Donc ça sera le week-end du 27 et du 28 avril. Donc je vous y attends, je me ferai un plaisir de vous rencontrer. J'ai vraiment hâte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà envoyé des messages pour me dire ah c'est trop bien, je suis dans le coin, je vais pouvoir venir te voir. Donc c'est super cool. Voilà, et du coup, la semaine entre le 21 et le 26, je serai du côté de Bordeaux. Alors là, pareil, hein, c'est un coin que je ne connais pas des masses, mais ça sera pas vraiment Bordeaux-Bordeaux, ça sera plutôt du côté de Saint-Denis-de-Pile, vers Libourne, Saint-Denis-de-Pile. Le Pays Basque fait partie des Pyrénées-Atlantiques et Anglette est limitrophe avec les Landes. Crois-moi, j'y habite. Bien, chef. Ok. Non, parce que j'ai un pote basque à qui j'ai dit que je venais dans le Pays Basque et il m'a dit tu veux dire tu vas dans les Landes. C'était pas possible de dire que j'allais dans le Pays Basque. C'est Pays Basque et je suis de là-bas et j'habite Brest pas très loin de toi. Ah, c'est marrant. Eh ben, je viendrai peut-être un jour à ta rencontre ou l'inverse. Bon, du coup, je vous laisse vous mettre d'accord. Bref, je viens dans le sud. Est-ce qu'on peut dire ça? Sud-ouest, on est bon?
Coucou Alexia. Bah, du coup Alexia qui est aussi du côté de Bordeaux, donc voilà. Du coup, le voyage au tambour que je vais proposer pendant le salon, ce sera sur des thèmes précis, mais ça s'est pas encore bien dessiné. J'ai déjà l'idée du thème d'un des ateliers, mais je garde ça un petit peu je garde un petit peu la surprise. Et c'est en train de se dessiner un petit peu pour le reste. Et du coup, donc sur la semaine entre le 21 et le 26, je serai du côté de Bordeaux, voilà, Libourne, Saint-Denis-de-Pile, pour vous accompagner vers la rencontre de votre animal de pouvoir. Donc pareil avec mon tambour. Donc si vous êtes intéressé, on n'a pas encore fixé la date vraiment, si vous êtes intéressé pour rencontrer votre animal de pouvoir du côté de Bordeaux, enfin Bordeaux, Libourne, Saint-Denis-de-Pile, vous avez compris, euh, ben vous m'envoyez juste un petit message et puis comme ça je saurai à peu près et puis on fixera la date en fonction des participants. Alors il y a débat, ne dis pas à un basque qu'il est béarnais. C'est comme dire à un normand qu'il est breton. L'inverse surtout. Dire à un corse du sud que la Corse du nord c'est pareil. D'accord. Ouais, c'est normal, mais je comprends, hein. Je comprends tout à fait. Mais pas à côté le Pays Basque et Bordeaux, 2 heures. Ouais, je sais, je fais le lien, je fais Bordeaux-Bayonne en train, en bus. Et il y a bien 2 heures, ouais. Saint-Denis-de-Pile à 1 heure de Bordeaux. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais du côté de Bordeaux, parce que c'est... Voilà. Mais oui, effectivement, je sais que c'est plus à l'est. Ça, c'est bon, j'ai rentré dans le truc que c'est à l'est de Bordeaux. Libourne, Saint-Denis-de-Pile, c'est par là, quoi. Ah oui, pas loin Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de routes par rapport au fait de venir jusque dans le Finistère. En plus, je suis vraiment à la pointe du Finistère. Moi, je suis vraiment au bout du monde. Donc, je viens vers vous. Donc, faites 1 heure de route pour venir. C'est pas grand-chose. Voilà, donc ça, l'annonce est faite. Du coup, si vous êtes intéressé pour rencontrer votre animal de pouvoir dans la semaine entre le 21 et le 26, vous m'envoyez un petit message et puis on essaiera d'organiser en fonction des participants. Et ensuite, le salon, le premier week-end cocooning, organisé par le Boudoir des Énergies à Anglette. C'est Anglette qu'on dit ou moi j'ai envie de dire Anglette parce qu'en breton, si on met ET à la fin, faut dire et. Je te laisserai répondre à ça. Oui, les bons de ta géographie est bonne, Célia. Merci. Mais je vais beaucoup progresser, hein. Moi, faire beaucoup progrès. Voilà. Donc, l'annonce est faite. Ça, c'est bon. Vous êtes donc au courant de ce que je mijotais en cachette. Et donc, pendant ce salon, je proposerai des bijoux que j'ai pas encore présentés sur les réseaux sociaux. Donc j'aurai des sautoirs, j'aurai les fameuses boucles d'oreilles Hatshepsut que j'ai tissées il n'y a pas longtemps du tout. Il y a ce genre de petites choses. On a des alliages bois et pierre que j'ai créés en douce aussi. Voilà. Peux-tu préciser quelle est la différence entre animal totem et animal de pouvoir? Oui, alors du coup, j'ai expliqué tout ça, c'est dans mon feed Instagram, dans mes stories à la une, il y a une petite bulle où il y a écrit animal pouvoir. Et donc j'explique justement un petit peu qu'est-ce que c'est la différence. Après, c'est vraiment résumé quoi, mais voilà, effectivement, il y a bien une différence entre animal totem et animal de pouvoir. En fait, le totem, c'est vraiment quelque chose qui est dans la matière. L'animal de pouvoir, on va le chercher lors d'un voyage fait avec l'esprit, en fait. Voilà. Ok, oui, tu peux dire avec le thé, ok, cool. Donc, Anglette. Voilà, on va pouvoir commencer avec les questions, du coup. Je vais essayer de répondre à tout ça de façon simple. On va essayer de ne pas s'éparpiller. Alors, du coup, la première question qui m'a été posée, peux-tu nous raconter ton parcours spirituel? Mon parcours spirituel, ça dépend de ce qu'on appelle le parcours spirituel. Je suis née en Bretagne, j'ai grandi en Bretagne, près de la mer, plus précisément, tout près de la mer.
Et en fait, j'ai été bercée en fait par les histoires de Corrigan, par les histoires avec l'Ankou, qui est le messager de la mort, avec l'idée qu'il y a des trésors au pied des menhirs. Enfin voilà, j'ai grandi avec ça. Et en fait, la question s'est jamais vraiment posée de savoir si ça existait ou pas, puisque ça faisait partie de mon quotidien. C'était aussi une habitude pour moi. C'était aussi évident pour moi d'aller chez le magnétiseur quand j'étais gamine que d'aller chez le médecin. Voilà, c'est des choses qui font partie, on va dire, de ma culture, de la façon avec laquelle j'ai grandi tout simplement. Donc c'est pas des choses qui sont arrivées un jour, boum, comme ça, dans ma vie. C'était là déjà, à la base. Après, effectivement, je m'y suis moins intéressée pendant l'adolescence et le début de ma vie de jeune adulte, parce que j'étais préoccupée par d'autres choses, donc forcément je m'attardais pas forcément là-dessus. Et puis on va dire que vraiment, je suis rentrée vraiment dans le domaine spirituel, dans le sens de développer un petit peu ce que je suis, ressentir mes propres énergies, apprendre à comprendre comment ça fonctionne, apprendre à déterminer ce que je voyais. En fait, il y avait plein de choses que je voyais déjà, mais que j'avais pas de nom là-dessus. L'aura, c'était quelque chose que j'ai toujours vu chez les gens, mais sans forcément verbaliser, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, à mon sens. Voilà, enfin, ressentir l'aura des gens et voir l'aura, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, sans chercher à le faire. Pareil pour le prana. Donc voilà, si c'est venu, j'ai commencé à développer tout ça, on va dire, en 2015 à peu près. Quand j'ai vraiment voulu me relancer là-dedans, quoi. Mais du coup, voilà, mon parcours spirituel, c'est depuis ma naissance, on va dire. Tout ça s'est mis en place très gentiment. Voilà, après, j'ai toujours beaucoup fonctionné par le biais des rêves aussi. Quand j'étais enfant, je savais contrôler mes rêves. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. J'arrive à me réveiller quand j'ai pas envie de continuer, mais j'arrive plus à contrôler mes rêves comme je faisais. Parce que voilà, quand j'étais enfant, je prenais conscience dans mon rêve que j'étais en train de rêver et qu'à partir de là, tout était possible. Donc du coup, voilà, je respirais sous l'eau, je voyageais dans les nuages, voilà. Donc effectivement, il y avait déjà quelque chose qui était un peu rêveur, enfin, c'est le cas de le dire. Mais voilà. Comment as-tu développé tes dons? Alors, selon moi, il n'y a pas de don, hein. Je pense que je vais tenir le même propos que beaucoup de personnes qui font du magnétisme et qui pratiquent, qui travaillent avec l'invisible, on va dire. Selon moi, il n'y a pas de don. C'est juste qu'il y a certaines choses qui sont sur notre chemin et certaines choses qui ne le sont pas. Et je pense que pour tout le monde, c'est possible de faire du magnétisme. Je connais personnellement des personnes qui sont tout à fait capables de faire du magnétisme, qui le savent, mais qui vont pas chercher à le développer tout simplement parce que c'est pas sur leur chemin, elles ont autre chose à faire et c'est très bien aussi. Voilà, c'est parfait. Donc comment j'ai développé mes dons, comment j'ai développé mon magnétisme en fait, si je pense que c'est plus ça la question. En travaillant. Euh, j'ai commencé j'ai commencé à travailler tout ça justement en 2015 parce que je me suis rendu compte que mes mains me brûlaient en fait tous les matins. Ça faisait déjà une bonne année que tous les matins j'avais mes mains qui me brûlaient. Coucou Eneko, on a parlé du Pays Basque tout à l'heure. euh, je disais ça à mes collègues de travail parce qu'à l'époque je travaillais en usine, j'étais couturière en usine et j'avais mes mains qui me brûlaient, c'était très très puissant, j'avais vraiment le feu dans mes mains. Et, euh, et voilà, et en fait, bah, j'ai découvert au fur et à mesure que c'était du magnétisme qui demandait qu'à sortir, mais c'était pour me soigner moi. Et moi, j'ai mal interprété le truc, je me suis dit, oh, j'ai du magnétisme, ça y est, je vais poser mes mains sur tout le monde, je vais guérir le monde entier. Et en fait, ben évidemment, je me ramassais toutes les souffrances de tout le monde, parce que en fait, mon magnétisme n'apparaissait pas pour les autres, il apparaissait pour moi. Et quand je l'ai compris, j'ai commencé à me former au Reiki. Euh, Et donc voilà, j'ai passé mon premier et mon deuxième degré de Reiki dans la même année. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur moi. Et donc j'ai travaillé sur moi et en moi pendant un peu plus d'un an. Et encore aujourd'hui, je fais régulièrement des autotraitements. Mais voilà, c'était vraiment une période comme ça. Et en fait, plus j'apprenais à développer des choses en moi, et plus ça se voyait à l'extérieur, et plus je vivais des choses particulières. Quel est ton avis sur la forêt de Brocéliande? Très bonne question. Je n'y suis pas retournée depuis plusieurs années, mais personnellement, pour moi, la vibration qu'on peut chercher dans la forêt de Brocéliande, c'est une forêt magnifique, qui est très ancienne. Les arbres ont énormément sont vraiment très puissants. C'est une forêt qui est très très belle. Mais selon moi, la vraie Brocéliande n'est pas en forêt de Pimpon.
Selon moi, la vraie brocéliande, elle est dans le Finistère, évidemment. Voilà, c'est la forêt de Huelgoat. Pour moi, c'est en tout cas l'endroit où j'ai rencontré Merlin, c'était à Huelgoat, c'était pas à Brocéliande. Voilà. Mais il faudrait que j'y retourne maintenant que j'ai développé certaines choses. Il faudrait que j'y retourne. Mais c'est vrai que selon moi, il y a beaucoup d'attentes dans la forêt de Pimpon qui, voilà, les gens viennent là-bas pour la légende arthurienne et tout ça. Et en fait, ben peut-être que c'est pas forcément. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais après, il faut savoir que la forêt de Brocéliande couvrait l'ensemble du territoire breton il y a très très longtemps. Et en fait, la forêt du Helgoat, c'est une parcelle de cette forêt de Brocéliande il y a très très longtemps. Sauf que Huelgoat n'est pas forcément l'endroit le plus touristique parce que justement, Huelgoat n'est pas vendu comme étant euh, Huelgoat, ouais. N'est pas forcément vendu comme étant justement un endroit où il y a toute cette mémoire-là. Et qu'est-ce que tu penses de Keresinen? Je sais pas où c'est, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Euh, Très haut lieu vibratoire. Ouais, du coup, voilà, c'est pour moi. Huelgoat, faut savoir qu'il y a la grotte d'Artus, qui est, selon certains textes, qui est la grotte dans laquelle Merlin s'est fait ermite pendant 11 ans. Voilà. Donc c'est là que j'ai pu rencontrer Merlin et que j'ai pu avoir un contact plus ou moins direct avec lui. Et justement, Eneko était là. Il a été témoin de ça. Parce que Merlin s'est occupé de mon tambour, en fait. Voilà. C'était un moment incroyable. Et donc, c'est dans cette grotte-là. On était trois. Et on était tous les. Eneko, moi et Jojo, qui est une amie à nous. Et on était, Jojo et moi, avec notre pendule. Et on était en train d'essayer de mesurer le niveau vibratoire du lieu. Et nos pendules tournaient comme ça. Ils étaient inclinés comme ça. Impossible de prendre une mesure. Au lieu de tendre bien droit comme on le fait d'habitude, et ben il tournait, il était incliné comme ça. Et c'était vraiment attiré comme si le champ magnétique n'était pas du tout comme partout. Voilà, j'avais jamais vu ça et j'ai jamais revu ça d'ailleurs depuis. Donc impressionnant cet endroit. Rencontrer Merlin, c'est-à-dire rencontrer l'énergie de Merlin dans le sens l'avoir vu, l'avoir ressenti, avoir ressenti l'information que c'était lui. Voilà. Après, voilà, c'est une rencontre un petit peu particulière, je vais pas non plus. Voilà, c'est un truc qui se vit de façon très personnelle, hein, c'est sûr, mais voilà. C'était l'énergie, en tout cas, de Merlin. Et comme je disais, du coup, il s'est occupé de mon tambour. Il s'est pas occupé de moi directement. Je l'ai vu passer. J'avais posé mon tambour sur un espèce d'autel de pierre. Et il est venu s'occuper de mon tambour. Et mon tambour n'a plus jamais chanté de la même façon après. C'était incroyable. Incroyable. J'ai encore des frissons. Bref, voilà. Donc, je continue avec les questions. Que préfères-tu faire? Alors, je suppose que la question c'est que préfères-tu faire dans toutes tes activités? Je pense que mon nom de scène le dit assez bien. Magnétiseuse, c'est le magnétisme, surtout les soins collectifs que je fais depuis pas longtemps pourtant. Mais ça dépote tellement, c'est tellement puissant, j'aurais jamais pensé ça. Donc ça, j'adore faire les séances collectives. C'est un vrai bonheur pour moi. Et le tissage de bijoux, notamment les tissages animaux totems. Ça c'est puissant parce que ça me donne l'opportunité de travailler avec des énergies des animaux que je ne connais pas forcément. Moi je connais très bien l'énergie des animaux qui m'accompagnent, mais c'est vrai que j'aurais pas forcément eu la curiosité d'aller à la rencontre de la médecine de la panthère, qui est par exemple une médecine très très différente de celle que je connais. C'est très puissant et c'est génial. C'était effectivement très puissant, d'autant que moi je suis pas très à l'écoute de tous ces ressentis-là. Là, j'avais pas le choix. Ah bah ouais, parce que ça chantait autour de nous et tout, c'était incroyable. Ah, c'était top. On y retournera à Huelgoat. On y retournera ensemble. Voilà, donc voilà, du coup, effectivement, ouais, c'est le tissage de bijoux, le magnétisme, surtout les séances collectives. J'adore aussi faire les voyages au tambour, accompagner les gens vers la rencontre de leur animal de pouvoir. J'adore faire ça. J'adore vraiment faire ça. Bonjour Lolotte. Euh, Mais après, voilà, c'est vrai que
De toute façon, je fais que des choses qui me plaisent, que j'aime vraiment profondément faire. Mais c'est vrai que si je devais mettre une hiérarchie, un ordre des choses que je préfère faire dans mon métier, c'est le tissage, le magnétisme, les voyages au tambour, tirage de cartes et ensuite les bijoux en pierre. Voilà. Alors après j'ai une question mais celle-là je vais la mettre tout à la fin parce que ça parle de Camelot et pour les personnes qui connaissent pas Camelot ça risque d'être un petit peu ils risquent de décrocher un petit peu. Donc ceux qui aiment Camelot, ça concerne Camelot et la spiritualité. Donc est-ce que Camelot t'a aidé dans ton chemin spirituel et si oui quel personnage en particulier? Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir mon avis. Bien que je pourrais faire un live entier d'1 heure au moins sur Camelot et la spiritualité. Tu nous racontes à quel moment c'était une évidence de te lancer à ton compte. Oui, j'ai vécu une année 2017 très très pleine de plein de transitions, trucs de fou. Et en fait, fin 2017, j'ai emménagé dans cette maison. Et pendant 4 mois, ça a été très compliqué, la maison testée un petit peu. Euh, je te laisse Célia, ici il est bientôt 4 heures du mat. Bah bisous du Japon, enfin au Japon. Euh, et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu particulier de devoir s'adapter aussi. Et en fait, la maison testée et à la fois la vie testée, le fait que j'étais capable ou non de faire ce métier-là. Parce que je savais déjà qu'un jour j'allais le faire, mais j'avais pas la confiance en moi suffisante pour me mettre à mon compte. Parce que je me disais encore, oui, ok, les tirages ça marche bien. euh, euh, quand tu poses tes mains, ça marche assez bien. C'est vrai, t'as des super bons retours. Mais peut-être que c'est encore un coup de bol. Vous voyez, j'avais encore ce truc-là du coup de bol. Ouais, c'est peut-être des coups de bol, quoi. Chiche pour le live Camelot. Me tente pas, franchement. Je vais faire un sondage. Je fais un live sur Camelot ou pas? Mais voilà, du coup, ça a été une année enfin, un début d'année très particulier. En fait, pendant 4 mois, vraiment, ça a été hyper compliqué. Je faisais vraiment que tout ressortait en fait et je me disais bah si au moindre obstacle t'arrives pas à surpasser ça, comment veux-tu pouvoir accompagner les autres? C'est pas possible en fait. Et, et est venue la fabrication de mon tambour, encore une fois mon tambour. Et en fait on parle souvent quand on fabrique un tambour on parle d'accouchement. Et en fait pour moi ça a été je pense l'accouchement de moi-même en fait. Et une fois que j'avais mon tambour je me sentais beaucoup plus armée, beaucoup plus forte en fait. C'est comme si j'avais réintégré de la force en moi. Et là, je me sentais beaucoup plus à même de le faire, enfin de pouvoir accompagner les gens et de pouvoir être dans la justesse des choses, d'être à ma place en fait. Tambour en peau de bête et véganisme. Je suis plus dans la croyance comme Avatar ou les Amérindiens qui chassaient et tuaient l'animal tout en étant dans le respect et l'amour. Un commentaire. Alors oui, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Alors je suis pas végane, mais je suis végétarienne. Et c'est vrai que je me suis posé la question aussi de savoir comment ces peaux sont récupérées en fait. Et en fait, c'est une amie à moi qui m'a accompagnée vers la fabrication de mon tambour. C'est une amie à moi qui m'a formée au Reiki et qui est femme médecine. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut se former au Reiki, qui est pas loin de enfin, mon enseignante est pas loin de la presqu'île et en presqu'île de Crozon. Du coup, voilà, s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour être formées au Reiki, voilà, mon enseignante est super top. Et en fait, on en a discuté un petit peu et elle disait en fait, quelque part, on honore la bête au moment où on fabrique le tambour. Et ça, c'est vrai. Et la bête est vraiment, vraiment puissante et vraiment là, très présente pendant la fabrication. Et en fait, il s'avère que la peau qui m'a choisie, parce que pour le coup, c'est pas vraiment toi qui choisis ta peau, c'est la peau qui te choisit. Et il s'avère que l'animal qui constitue mon tambour, c'est un animal qui est mort-né. Donc du coup, il n'a pas été abattu. Et ça a changé énormément de choses pour moi, justement, parce qu'il y avait un petit peu cette espèce de conflit à l'intérieur en me disant, bah, si c'est un animal qui vient de l'abattoir, enfin, c'est un peu bizarre quand même. Mais quelque part, non, parce que si c'est bien fait, si c'est fait en conscience, l'animal est honoré de toute façon. Après, savoir si... alors, à mon sens, je me verrais pas jouer sur un tambour synthétique. Mais je ne sais pas. Pardon. Évidemment, je parle de ça, je me mets à roter. Je me verrais pas jouer sur un tambour synthétique. Parce que pour moi, déjà, le tambour, c'est parce que je l'ai fabriqué
que je peux avoir aller aussi profondément dans les choses, d'après moi. Euh, mais maintenant, il y a beaucoup de chamans qui travaillent sur tambour synthétique pour plusieurs raisons. Déjà parce que la peau, elle va pas forcément réagir à l'humidité, parce que ça, c'est clair qu'un tambour en forêt, si il se met à, ne serait-ce qu'un petit crachin breton là, la peau elle fait flop flop, hein, c'est fini, ça résonne plus du tout. Donc déjà pour ça c'est pratique. Il y a aussi dans le contexte de hutte de sudation, pareil on va être dans une chaleur très intense, très humide, enfin très humide, assez humide. Donc voilà, du coup la peau se détend. Donc c'est vrai qu'un tambour synthétique, dans ce genre de situation, je comprends qu'il y ait des chamans qui s'en servent. Mais voilà, moi personnellement, dans le travail que je fais, j'ai pas forcément besoin d'utiliser un tambour synthétique et donc je, me, je, me, je me satisfais parfaitement de mon tambour. J'adore t'écouter, hâte de te rencontrer réellement et d'échanger mutuellement. Moi aussi. C'est très enrichissant de pouvoir parler avec toi. C'est génial. Mais on va passer des heures et des heures. On va rester jusqu'au bout de la nuit à discuter. Coucou à ceux qui arrivent. Donc voilà. Tu nous racontes à quel moment c'était une évidence de te lancer à ton compte. Bah voilà, c'est ça, c'est au moment où j'ai fabriqué mon tambour. Genre 15 jours, 3 semaines plus tard, je faisais un tirage à Johanna que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, Johanna Awakening. Euh, et, euh, et donc du coup à ce moment-là, voilà, tout s'est enclenché. En fait, ça veut dire que j'étais prête aussi et que c'était le bon moment. Et ce qui est parfait, c'est que justement les tirages, ça a été un moyen pour moi de d'apprendre à faire confiance à mes ressentis, puisque dans les tirages, je n'ai pas de photo, j'ai pas de date de naissance, j'ai que votre nom et votre prénom. Donc du coup, voilà, j'ai aucun appui pour pouvoir faire de la manipulation, on va dire. Et donc du coup, voilà, j'ai juste à lire ce que disent les cartes. Et ben, du coup, c'est hyper rassurant quand t'entends des personnes qui te disent c'est incroyable, quoi, tout ce que tu me dis, ça. Et ça, c'est fou. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de me faire confiance pour aussi tout le reste de ma pratique. Je ne connais pas comment te sers-tu du tambour. Alors, c'est vraiment des rythmes très réguliers. Et en fait, le tambour va venir. C'est comme si le tambour venait dire à ton corps et à ton esprit ce que les mots ne peuvent pas dire, en fait. C'est un autre langage, le langage du tambour, le langage du son. Et du coup, ça permet de rentrer beaucoup plus facilement en état modifié de conscience. Alors, je te parle pas de transe, hein, pas forcément. Désolée pour le bruit. Mais voilà, du coup, c'est pour aller chercher un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus à l'intérieur des choses. Voilà. Donc, je m'en sers pour beaucoup de choses, mais plus généralement, c'est vraiment pour euh, rentrer en profondeur dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Alors, nouvelle question. Coucou, comment se déroule la formation Oracle de G, s'il te plaît? Alors, du coup, oui, j'ai sorti une formation Oracle de G au mois d'avril. Non, au mois de mars, c'est ça. Alors, désolée, alors ce matin, j'étais complètement paumée entre ce qu'on est samedi et ce qu'on est dimanche. Bah, c'est pareil, avril, mai, je sais plus. Donc, au mois de mars, j'ai créé ma formation pour vous apprendre à tirer les cartes avec l'Oracle de G. C'est une formation où je vous mets toutes mes connaissances sur le sujet. C'est une formation, donc je t'invite, donc je sais plus qui m'a posé la question, mais du coup je t'invite à aller regarder sur ma page Facebook. J'ai mis le replay du live Instagram que j'ai fait sur le sujet, où j'explique absolument tout, comment ça se passe. Voilà, mais en gros ça se divise en 4 parties, en 4 jours. Le premier c'est l'explication de qu'est-ce que c'est que l'oracle de G. Ensuite, c'est l'étude approfondie des 30 premières cartes, donc avec toutes les significations des 30 premières cartes. Le deuxième jour, on étudie les 31 dernières cartes du jeu, suivi d'un rituel d'appropriation de votre oracle, au tambour justement. Le troisième jour, c'est la préparation au tirage, parce il faut être préparé aussi à faire un tirage de cartes, c'est pas quelque chose qui est anodin. Suivi de 2 méthodes de tirage domaine avec vidéo à l'appui. Et le quatrième jour, c'est 4 méthodes de tirage global ou pour approfondir une question, et suivi de conseils éthiques et de cas particuliers que j'ai pu rencontrer, etc. Voilà. J'ai loupé l'inscription, j'attends mai. Oui, du coup la formation réouvre début mai. Et 21 jours, un mois après la fin des inscriptions, il y a un live de fin de formation où vous pourrez me poser toutes les questions qui vous restent. Voilà. Coucou, comment as-tu développé ton magnétisme, s'il te plaît? Euh,
Du coup, j'en ai parlé un tout petit peu dans comment as-tu développé tes dons. Voilà, j'ai développé mon magnétisme à force de m'entraîner et avec le Reiki. Voilà. Alors, désolée, je fais un petit rototo. Coucou, arrives-tu à vivre de ton métier? Oui. J'ai la chance de pouvoir dire que oui. Après, pour être honnête avec vous, j'ai pas besoin d'énormément pour vivre non plus. Mais en gros, on peut dire que une fois que mes taxes sont, enfin une fois que mes charges sont enlevées, une fois qu'on enlève le coût de la matière première, je suis un tout petit peu en dessous du SMIC. Voilà. Après, voilà, faut savoir quand on veut se lancer à son compte, quand on est demandeur d'emploi, on peut avoir une aide qui s'appelle l'ACRE. Désolée pour la vibration. Et l'ACRE, en fait, permet de payer la première année 5,5% des charges. Donc, actuellement, c'est mon cas. Donc, c'est vrai que ça me permet de ne pas avoir trop de charges la première année. Et c'est progressif, en fait. Voilà. Et ça jusqu'à la quatrième année où du coup, dans 3 ans, en gros, je paierai la totalité de mes charges, de mon activité artisanale et de mon activité prestation de service. Voilà, donc c'est pour le côté micro-entreprise, le petit instant micro. Mais du coup, oui, pour l'instant, je suis pleine de gratitude de pouvoir dire que oui, je peux vivre de mon métier. Celle-là m'a fait rire, c'est dis Célia, est-ce que ta maman, elle aussi est magnétiseuse? Ça m'a fait rire. Parce que c'est une personne qui me connaît depuis que je suis toute petite qui a posé la question. Et qui connaît aussi ma maman, du coup. Alors, ça serait à elle de répondre, je pense, si elle regarde la vidéo sur YouTube, quand je l'aurai publiée sur YouTube, elle pourra te répondre. Disons que bah, c'est un peu comme tout le monde, elle pourrait potentiellement être magnétiseuse, oui, effectivement. Parce que moi, ce que j'expliquais au tout début de la vidéo, que moi j'avais le feu dans les mains, bah, ma mère elle a un peu un truc similaire, mais dans les pieds. Voilà. Donc, elle a du magnétisme dans les pieds. La position des pieds. On va lui proposer ça. As-tu suivi des stages de magnétisme? Non, j'ai simplement été formée au Reiki, justement, c'est sur 2 week-ends. Euh, Après, j'ai fait un stage avec Johanna, justement, à Bordeaux en 2017, où on a appris un petit peu à détecter le corps éthérique et savoir combler les trous, en fait, dans ces corps-là. Et j'avoue que ça a été hyper intéressant pour moi, mais c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma pratique actuellement. Au tout début, il y a encore même assez peu de temps, en fait, il y a 2 ans peut-être, j'ai hésité à faire une formation en ligne. J'avais vu sur internet qu'il y avait une formation qui était assez intéressante avec des personnes de confiance que je connaissais. Je les suivais depuis un petit moment. Ma grand-mère soignait avec les pieds, excellent. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais je lui en ai déjà parlé. Après voilà, je sais pas ça, est-ce que c'est sur son chemin ou pas, je suis pas sûre. Voilà, c'est tout. Oui, on était ensemble. Oui, Alexia était là au stage avec Johanna. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, il y a 2 ans, j'ai été tentée de faire cette formation-là qui était pas chère avec des personnes sérieuses, etc. Et en fait, au final, il y a eu un truc qui a fait que j'ai pas pu la faire. Je crois que j'avais pas les moyens sur le coup, je sais plus. Et en fait, c'est parfait. Parce qu'en y réfléchissant, je l'aurais faite pour la mauvaise raison. Euh, En fait, je peux conseiller aux personnes qui ont envie de développer leur magnétisme de savoir pourquoi ils ont envie de faire une formation. Je dis pas que c'est pas bien, pas du tout. Je trouve que c'est parfait que chacun ait envie de développer quelque chose de bien en eux, il n'y a aucun problème. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais il faut se poser la question, est-ce que je veux le faire parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de sérieux et d'avoir des bonnes bases bien solides? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que je ne pourrais pas apprendre tout seul? Donc par exemple en apprenant à magnétiser des objets, enfin magnétiser des plantes, des fruits, des légumes. Est-ce que c'est quelque chose que je peux pas apprendre tout seul? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un protocole? Et voilà. Et il y a surtout l'autre question qui peut être intéressante de se poser, c'est est-ce que je fais ça pour me sentir légitime? Parce que en fait, c'est vrai que moi j'avais tendance à me dire j'ai pas de formation, personne ne m'a transmis justement l'idée du don, personne ne m'a transmis ces connaissances-là. Du coup, peut-être que je fais pas bien.
Encore une fois, hein, c'est vraiment une histoire de se faire confiance ou pas, hein, de savoir si on est dans la justesse des choses ou pas. Euh, ou est-ce que vraiment c'est pour me sentir légitime? Et moi je pense qu'à l'époque c'était pour me sentir légitime. Parce que voilà, j'aurais eu au moins un papier qui certifie que j'ai été formée par quelqu'un. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit les bonnes raisons en fait. Moi je fais une formation en Lao-Chi, mais je pense que c'est pour me rassurer. Oui, c'est ça, mais en fait chacun trouve chaussure à son pied, comme ça qu'on dit. Euh, Moi, ma formation de Reiki m'a clairement apporté un socle solide. Aujourd'hui, je pratique pratiquement plus le Reiki, pour être honnête, à part sur moi, en fait. Mais par contre, il m'a offert un protocole, quelque chose qui était rassurant, un truc où je savais qu'il fallait faire comme ça, et c'était beaucoup plus structurant pour moi, et à cette époque-là, j'en avais besoin. Voilà, c'est tout. Comment t'es venue l'idée du tissage intuitif? Euh, Alors ça, en fait, ça fait pas très longtemps que je tisse. J'ai commencé, je crois, en octobre 2017. Encore une fois, l'année 2017, hein, je disais que c'était une année vraiment très importante pour moi. C'était vraiment très très important. En fait, j'ai été à un festival chamanique qui est près de chez moi, dans le 35, qui est... Non, pas dans le 36, je sais plus si c'est 35 ou 56. Du côté de Le Saint, ça s'appelle la rencontre au cœur du sacré, où il y a plusieurs chamans qui viennent du monde entier. Il y a des chamans équatoriens, japonais. Et en fait, il y avait un stand où un chaman équatorien présentait ses bijoux, ses bracelets tissés avec la méthode peyote. Donc c'est pas la même méthode que moi. Enfin si, mes boucles d'oreilles sont tissées en méthode peyote. Moi c'est tissage mexicain. Et, euh, et donc il présentait ses bracelets et je les trouvais vraiment magnifiques ces bracelets. Et sauf qu'il n'y en avait vraiment aucun qui était pour moi une évidence quoi. Donc du coup je me suis dit bon ben ok. Et puis je me suis dit bah tiens et si j'essayais en fait, pourquoi pas. Donc j'ai commencé donc avec des perles médiocres, ce truc terrible. Je me suis chopé un métier à tisser et puis j'ai commencé et en fait j'ai fait au début avec des modèles, avec des patterns que j'avais trouvés sur internet. Et en gros j'ai dû faire 2 bracelets. Et dès le deuxième je me sentais suffisamment à l'aise puisqu'en fait je savais que c'était des mouvements que je connaissais déjà en fait. J'ai pu me reconnecter à des mémoires. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Dans beaucoup de civilisations, le tissage avait une place très importante pour beaucoup de femmes. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on est très nombreux en fait à avoir comme mémoire, la mémoire du tissage. Tout comme la mémoire de la poterie, je pense. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment très ancestrales et très anciennes. Et voilà, j'ai juste reconnecté à ces choses-là. Donc ce qui fait que en gros ma période d'apprentissage du tissage, elle a peut-être duré 5-6 jours quoi. Je pense qu'en l'espace d'une semaine, j'avais déjà tissé euh, de manière assez correcte, on va dire. Et voilà, et donc un jour je me suis dit, bah vas-y, je vais me faire mon bracelet sans pattern cherché sur internet. Je vais me faire mon bracelet et puis je vais faire des motifs géométriques, quoi. Donc j'ai choisi mes couleurs et puis j'ai commencé. Et puis j'étais en train d'écouter une musique et je me suis laissée emporter par la musique. Et en gros, ça a duré 1 heure et demie, 2 heures peut-être. Et je ne sais pas où sont passées ces 2 heures. Et je me suis réveillée, on va dire, pratiquement à la fin. Et en fait, c'était pas du tout un motif géométrique que j'avais fait, c'était un serpent. Et j'ai fait ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, ouh, c'est intéressant, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, d'autant plus que le serpent, c'est un vrai symbole de transformation, de mue, de fin de cycle. Et effectivement, j'étais en plein dedans, je le savais pas encore, mais c'était vraiment un changement de vie pour moi. Et donc voilà, et donc j'en ai parlé avec 2 amis à moi qui m'ont dit, oh, tu veux pas me faire un bracelet? Et donc j'ai commencé à faire un bracelet, comme ça, encore une fois, intuitif. Et voilà, donc ça a donné un résultat très très étonnant. Et une fois que je lui ai montré son bracelet, alors si vous voulez voir ce bracelet dans mon feed Instagram, c'est un bracelet rouge avec plein de dessins dessus. Elle me disait c'est pas le plus beau, mais qu'est-ce qui me parle? Elle dit j'ai l'impression qu'il raconte toute ma vie. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait le bracelet n'a de sens que pour son porteur. Et elle savait très bien en fait tous les symboles qu'il y avait, elle savait très bien à quoi ça correspondait. Et à partir de là, du coup, je me suis dit ok ben on y va. On est parti pour proposer des bracelets intuitifs, ce que j'appelle aujourd'hui les bracelets d'âme, puisque je me rends compte que je fais vraiment un vrai dialogue, un vrai voyage avec l'âme des personnes qui demandent un bracelet.
Donc voilà, comment ça a commencé. L'idée du tissage intuitif, il est venu aussi intuitivement que je les réalise aujourd'hui finalement. Et donc, on va pouvoir finir avec la question de Camelot. Donc, est-ce que Camelot t'a aidé dans ton chemin spirituel? Et si oui, quel personnage en particulier? Du coup, pour les personnes qui n'ont pas vu Camelot, évidemment, il faut voir Camelot, qui est une série absolument extraordinaire, qui va bien au-delà de la simple série comique, bien au-delà, avec des sources vraiment très précises. Alexandre Astier, celui qui joue le roi Arthur et qui a créé cette série, est quelqu'un de très très renseigné sur la légende arthurienne. Et voilà, du coup, c'est une série qui est vraiment formidable. Donc allez voir Camelot. Et si vous n'avez pas vu Camelot, bah vaut mieux quitter le live parce que clairement je vais vous spoiler, je pense. Donc du coup, est-ce que Camelot m'a aidé dans mon chemin spirituel? On va dire que donc je vais répondre très premier degré. Hein. On va dire que Camelot a confirmé certaines de mes intuitions sur certains points. Mais après voilà, Camelot, c'est ça ce que je disais, je peux tenir 2 heures là-dessus, enfin, une heure de live là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à tirer de Camelot en lien avec la spiritualité. Euh, du coup, il y a par exemple l'histoire de... Donc évidemment, pour ceux qui connaissent Camelot, il y a le personnage de Perceval, le chevalier Perceval qui est dans la série, qui a été trouvé par ses parents adoptifs dans un cercle de culture, qui est très connecté aux étoiles, qui est très très rêveur, qui va pêcher sans hameçon pour faire un avec le grand tout. Enfin voilà, c'est effectivement c'est ce genre de personnage, c'est très très poétique. Mais c'est pas forcément à Perceval que je pense en premier. Je pense justement à Merlin, qui passe un petit peu pour l'enchanteur en carton hein, dans la série, mais il y a des choses assez intéressantes à tirer de son personnage. Comme par exemple, justement, c'est là que je vais spoiler, dans le livre 6 de Camelot, on revient avant Camelot, avant l'époque de la construction de Camelot, où Arthur est à Rome, il fait son service à Rome, et Merlin vient à Rome pour le re-rencontrer. Alors je n'ai pas vu tous les épisodes de Camelot, mais j'aime tellement cette série. Oh là là, c'est vraiment top. Faut vraiment la voir. Je t'encourage vivement à la voir. En plus, il y a le film du coup qui est enfin en cours de tournage, donc faut vraiment le voir. Et donc dans cet épisode, ils sont en train de boire un coup. Donc on pose le décor, Rome, grand ciel bleu. Et puis Arthur, il dit comme ça. Alors du coup, vous êtes enchanteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais du coup, vous pouvez faire des trucs extraordinaires. Ben ouais. Il fait genre, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, je sais pas, faire tomber la foudre, par exemple, ou des pluies de pierre, ou des choses comme ça. Puis Arthur, là, il est impressionné, il fait, ah oui, quand même. Il dit, mais du coup, là, par exemple, vous pouvez faire tomber la foudre? Puis là, Merlin, il regarde et puis il fait, faut avouer que là, ça a pas l'air de vouloir se couvrir. Et du coup, Arthur est là. Il fait, donc en fait, pour faire tomber la foudre, il faut qu'il y ait déjà un orage. Puis Merlin, il fait, je vous avoue que ça aide. Ça aide. Et du coup, évidemment, il passe pour un tocard, parce que, bah, voilà, bah oui, évidemment, quand il y a de l'orage, il y a de la foudre. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, je trouve. C'est que Merlin, il travaille avec les éléments. Il ne travaille pas contre les éléments. C'est exactement pareil, enfin, à mon sens, je me dis, quand, euh, quand je travaille en énergétique, je vais pas changer du tout au tout les choses qui sont déjà là. On va pas confronter le jour et la nuit, ça n'a pas de sens. Et du coup, voilà, Merlin, il va pas confronter le ciel bleu avec la foudre, c'est logique en fait. C'est juste que c'est pas dans la logique des choses, c'est pas dans le sens logique de la vie en fait. Et donc, effectivement, s'il y a un orage, il va être capable de faire tomber la foudre, mais si c'est pas propice à un orage, il le fera pas. Et c'est quelque chose que je trouve assez. Enfin, je trouve ça assez juste en fait, voilà. Donc, c'est. Je l'attends ce film, il paraît même qu'Alexandre Astier va faire 3 films dessus. Ouais, c'est une trilogie qui est prévue, ouais. Il nous aura fait poireauter, hein. Il a intérêt de sortir des chefs-d'œuvre. Hein. Mais bon, connaissant un petit peu le gazier, ouais, ça va être des chefs-d'œuvre de toute façon. Il y a peu de chances que ce soit pas le cas. Et ensuite, il y a un autre personnage qui est très très intéressant. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas vu Camelot, c'est un personnage qui arrive un petit peu plus tard dans la série. C'est le personnage de Méléagant, qui joue le dieu des morts.
et qui vient en fait s'aborder plus précisément, la vie d'Arthur pour le mener à son déclin le plus profond. Et en fait, pendant cette période de déclin, en fait, il est présenté sous les traits d'un guide. Il veut le ramener à Camelot, en fait, parce que Arthur est parti à la recherche de ses enfants, etc. Et donc, Méléagant lui sert de guide parce qu'il ne sait plus comment rentrer à Camelot. Et ils font plusieurs étapes où en fait Arthur va être mis face à ses propres démons. Il va être mis face à son hypocrisie, à son égoïsme, à sa méchanceté, face à l'absurdité en fait de certains de ses actes, comme par exemple le fait qu'il n'ait jamais retourné voir son père adoptif, qu'il a élevé quand il était tout petit, et qu'une fois qu'il est passé roi, il n'est plus jamais retourné le voir. Et en fait voilà, ils font une escale justement dans la ferme de cet homme-là, qui en parle, ah, j'aimais bien ce petit, machin, et du coup Arthur il se sent complètement con, et voilà, ça le mène vraiment dans un état de détresse très profond. Et en fait, il va simplement visiter ses propres démons. Et du coup, alerte spoil, à la fin de ce processus-là, une fois qu'il est rentré à Camelot, Arthur va s'ouvrir les veines pour se foutre en l'air, en fait. Et j'ai fait un parallèle avec cette partie de l'épisode, avec ce personnage de Méléagant, avec deux autres personnages que vous connaissez peut-être mieux. C'est le personnage, le dieu égyptien Seth et le personnage de Judas. C'est Iris des Chroniques du Tarot qui parlait dans une de ses stories que selon elle, Seth a démembré son frère Osiris à sa propre demande. Et du coup, je sais pas pourquoi ça m'a fait un truc, mais oui, mais complètement. Et du coup, je lui en ai parlé et puis elle me dit oui, et tout comme je pense que Judas a dénoncé Jésus à sa propre demande. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable, mais en fait, c'est une vraie métaphore de la Renaissance, puisque Osiris a été ressuscité, son corps a été reconstitué par sa femme Isis, et Jésus est ressuscité. Et Arthur est ressuscité aussi, en quelque sorte, à la toute fin de la série, où voilà, il a été sauvé par Lancelot, et donc voilà, la fin de la série, c'est bientôt Arthur sera de nouveau un héros. Et en fait, c'est ça, en gros, il n'y a pas de renaissance sans mort. Et Méléagant joue ce rôle-là. Il joue le rôle de Judas, il joue le rôle de Seth, il joue le rôle de celui qui doit emmener le héros, on va dire, euh, va le confronter à ses démons, à ses parts d'ombre, vraiment les plus profondes, pour le mener à la mort, pour qu'il puisse ressusciter et être encore plus lumineux du coup et encore plus flamboyant qu'avant. Voilà, puisque le Christ n'aurait pas été le Christ s'il n'avait pas été ressuscité, clairement. Voilà. Ça constitue une preuve en fait. Et c'est pour ça que, à mon sens, effectivement, c'est pas complètement déconnant de se dire que Judas a probablement obéi aux besoins de Jésus, tout comme Méléagant est intervenu dans la vie d'Arthur pour l'amener à cette étape-là de sa vie. Voilà. Donc je précise, je suis pas du tout catho, je suis pas croyante, enfin pas en ça en tout cas. Mais voilà. C'est tellement intense. Ouais, et c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, tu te dis, mais en fait, c'est ça. Toutes les personnes qui nous agacent, toutes les personnes qui nous font du mal, sont un peu nos méléagants, en fait. Ils sont un peu nos punitions, mais c'est pour mieux nous guérir, en fait. C'est pour qu'on ressuscite derrière. Voilà. Et c'est comme toutes les étapes compliquées de notre vie, en fait. Je pense que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, après une période compliquée, une fois que j'arrive à me sortir de ça, il n'y a pas de moment où je me sens plus vivante que ça, quoi. Et plus forte. Plus armée, et plus voilà, avec encore plus de force quoi. Donc voilà. Mais voilà, du coup, il y a plein de choses à dire sur Camelot et la spiritualité. Je vous poserai la question si ça vous dit que je vous fasse un live spécial. Ça me ferait triper de faire un live spécial sur la spiritualité et Camelot parce qu'il y a des liens incroyables à faire. Bah, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux des fois, hein, mais c'est ce que moi je peux ressentir sur certains points. Voilà. Et ben du coup on a fini, je suis contente, j'ai réussi à caler tout ça en 1 heure. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait penser à cette même mise à l'épreuve d'Hercule, qu'Hercule a dû traverser pour comprendre certaines choses au-delà de l'obligation envers son cousin. Alors je connais assez peu, mais oui, effectivement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est ça aussi. Coucou!
Alors du coup on arrive à la fin du live, mais du coup si vous avez des questions à poser sur ce que vous voulez, on est là pour discuter, on a tout le temps qu'il nous faut du coup. Oui, ça serait génial. Ok, super. Franchement, ça me ferait rire de faire un live Camelot spirituel. Évidemment, la personne qui m'a posé la question, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Parce qu'elle sait très bien que je suis une accro à Camelot. Je suis absolument ébahie devant cette série. Je la trouve tellement complète, tellement parfaite. Voilà, sur tous les points. Ça fait rire, ça fait mourir de rire, ça fait pleurer, ça fait se poser des questions, c'est génial. Oui, une vidéo sur la spiritualité Camelot, cool. Je vous jure, je vais le faire. Je vous jure, je vais le faire. Je suis cap. Franchement, ça me ferait marrer. Puis ça sera une excuse pour me regarder toute la série, encore une fois. Pour la 40e fois, peut-être. Ouais, je suis un peu une acharnée de Camelot. C'est en intraveineuse. Fais-la. Ouais, non mais oui, complètement, je vais la faire. C'est clair. Il y aura peut-être que 10 vues dessus, mais je m'en fous. Je vais la faire. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur le tambour, sur la Bretagne, sur ce que vous voulez? Je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié. Du coup, bah, si vous n'avez pas de questions, on peut terminer là. Puis on termine sur une note merveilleuse de se dire que je vais faire une vidéo au Camelot, quoi. Alors, faut savoir que je suis un savant mélange entre Merlin, Guenièvre et Caradoc pour le côté bouffe. Voilà, le gras c'est la vie. Hâte de te voir à Anglette. Bah ouais, moi aussi, super. Super, super. Carrément. Venez, hein, venez si vous êtes dans le coin. Je pense que ça va être un week-end génial. Il y a plein de belles choses qui vont être proposées. Est-ce que tu fais beaucoup de bruit quand tu fais tes séances? Je rote, mais c'est tout. Ouais, je rote. C'est vrai que c'est ma façon de canaliser, je rote. Plus ou moins fort. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes du coup qui me demandent après les séances, mais dis donc, t'as beaucoup roté, est-ce que ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à évacuer ou pas? Il n'y a pas à mentaliser en fait. Je, c'est pas parce que je vais beaucoup roter que ça va être beaucoup plus chargé ou beaucoup plus, voilà. C'est vrai que souvent c'est plus intense, souvent, mais c'est très personnel. Ça veut pas dire que la personne a plus de choses à régler ou quoi. C'est pas ça. C'est quoi ce week-end en Anglette? Ouais, alors du coup j'en parlais juste au tout début de la vidéo. Je fais un week-end cocooning. Donc c'est un salon en fait qui est gratuit où les ateliers sont à 5 euros la participation. Et ah oui, avec ton tambour, oui, oui. Du coup, oui, oui, mon tambour a un son très très grave. Il est en bas, donc je vais pas vous faire écouter là. Mais oui, il a un son très très grave et très. Il fait un peu vibrer les murs, j'avoue. Moi, je peux pas jouer du tambour dans une pièce où il y a un chauffage électrique, par exemple, parce que le chauffage il vibre. Ça fait tout vibrer dans la baraque, effectivement. Du coup, voilà, ce week-end à Anglette, je vais présenter mes bijoux. Donc c'est ce que je disais, il y aura notamment celui-ci, il y aura ces boucles d'oreilles là, il y aura des bracelets, il y aura des sautoirs, il y aura plein de choses comme ça que je peux magnétiser d'ailleurs spécialement pour la personne qui achètera le bijou. Et voilà, je ferai aussi des 2 ateliers où il y aura du voyage au tambour, voilà, sur des thèmes bien précis. Désolée, j'ai pas suivi toute la vidéo, y a pas de problème. C'est pas grave, ça m'embête pas de répéter. Donc voilà, du coup, si tu es du côté de Anglette, viens nous rejoindre. Puis c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas énormément de participants non plus. C'est pas un gros salon de bien-être et trucs où au final t'as 15 stands de pierre et tout le monde qui fait plus ou moins la même chose quoi.
Bonjour la carte bancaire. Ah, je prends pas la carte. Si c'est ça la CB, parce que moi j'appelle Célia Bonizek, sinon c'est mes... Bonjour la Célia Bonizek, bonjour. Mais je prends pas la carte. J'ai pas de TCAB pour faire ça. Comment développer son fluide? Alors ça, il n'y a pas de recette qui convienne à tout le monde. Euh, Moi, c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo. Moi, j'ai commencé par le Reiki parce que j'avais besoin d'une structure. J'avais besoin d'avoir un protocole, d'avoir un cadre précis à suivre et à respecter pour pouvoir me faire plus confiance. Mais j'ai développé mon fluide en travaillant sur moi en premier. Et sinon, tu peux faire l'exercice de magnétiser. Par exemple, t'achètes 2 citrons, tu en magnétises un petit peu tous les jours. Tu lui envoies des énergies positives, tu visualises qu'il est beau, qu'il est sucré, qu'il est acide, qu'il est juteux, qu'il est vraiment, voilà. Et tu compares après 1 mois, 2 mois, et tu vas voir que ton citron est vraiment très très bien. Je suis de Marseille et c'est un peu loin pour moi. Ah zut. Ouais, je vais pas encore jusqu'à Marseille. Mais par contre, c'est ce que je disais à une de mes consultantes là qui m'a envoyé un message pour me dire que justement elle n'était pas dans le coin non plus. Si vous trouvez un petit groupe de personnes, je sais pas, ne serait-ce que 5-6 personnes qui seraient partants pour faire un week-end avec enfin, je sais pas, ce serait un week-end où on pourrait fabriquer des bijoux ensemble en pierre, travailler nos intuitions, travailler les ressentis, peut-être pourquoi pas créer votre propre bijou tissé, faire des voyages au tambour, etc. Il n'y a pas de souci, moi je peux venir. Voilà. S'il y a, je sais pas, ouais, je pense 5-6 participants, je suis partante. Voilà. L'annonce est faite. Je vais prévoir du liquide, c'est noté, oui. Merci. Après, je suppose qu'à Anglette, il y a un distributeur de billets, j'espère. Mais voilà. Du coup, je suis vraiment super contente de venir à votre rencontre parce que bah, c'est un premier exercice pour moi. C'est mon tout premier salon. J'ai jamais présenté mon travail comme ça depuis que j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Peut-être que c'est le début d'une grande aventure faite de salons et de voilà et de voyages, d'ateliers de voyage au tambour. Même sur Brest. Oui, alors sur Brest, alors du coup, My Hibou, si tu es sur Brest, ça m'est arrivé en tout cas de venir sur Brest pour faire un atelier de fabrication de bijoux en pierre justement avec Noélie. Je sais pas si tu connais Noélie qui est naturopathe sur Brest. Elle est géniale et elle sera là aussi à Anglette. Et en fait, on a été élevés dans le même village en fait. On se connaît depuis qu'on est toute petite. Et du coup, Noélie sera là aussi au salon. Et Noélie est naturopathe sur Brest. Donc, ça nous est déjà arrivé de faire des ateliers ensemble. Euh, des après-midi, en fait. En général, ça se passe au BH Café. Je sais pas si tu connais. Cool comme idée de week-end. Ben ouais, ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Et puis, c'est ça, moi, faudrait juste que j'ai de quoi payer le trajet, et puis l'hébergement, et puis mes pierres si vous voulez faire des bracelets en pierre, voilà, des choses comme ça. Mais oui, ça serait un plaisir en tout cas de pouvoir échanger comme ça, s'il y a que ça. Puis ça me permettrait de voir un petit peu la France aussi, parce que la Bretagne, je commence à connaître, mais trop cool, non, je la connais pas. Et ben vraiment, va voir Nono, elle est super marrante en plus, elle est vraiment géniale. Donc c'est Noélie, prendre soin de nous naturellement. Je crois que c'est ça le nom de complet, mais je pense que si tu tapes Noélie naturopathe Brest, tu devrais trouver. Voilà. Bon ben, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on conclut comme ça? Non, mais je vais m'intéresser, c'est une trop bonne idée. Super. Mais oui, vraiment, si tu connais des amis, surtout enfin, du côté de Brest ou quoi, voilà, qui seraient intéressés pour un week-end comme ça, moi j'aurais moyen du coup de crécher pas loin de Brest. J'ai ma soeur qui habite l'Opérette, donc si tu refais un week-end comme ça plus tard, j'essaierai de venir. Ok, cool. Mais ouais, moi Marseille, ça me va, hein, moi je veux bien. Donc du coup, le live se termine dans 30 secondes. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir eu la patience de tout regarder. Je vous dis à bientôt pour un live spécial Camelot du coup. Et puis rendez-vous à Anglette. Et pour ceux qui ont envie de faire le voyage animal de pouvoir du côté de Saint-Denis-de-Pile, vous pouvez me MP. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Kenavo!